Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal au Nigeria, plus de 17 millions de personnes touchées par la faim dans le nord du pays selon le programme alimentaire mondial. En RDC, Cyril Ramaphosa, en visite à Kinshasa, réaffirme le soutien de l'Afrique du Sud face aux défis sécuritaires et sanitaires. Et puis le Burkina Faso, le Mali et le Niger engagent leur procédure de retrait de la Cour pénale internationale. Apprends le chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, le Nigeria fait face à une crise alimentaire d'une ampleur inquiétante. Selon le programme alimentaire mondial, plus de 17 millions de personnes souffrent de la faim dans le nord du pays. L'agence onusienne alerte sur la dégradation de la situation humanitaire aggravée par l'insécurité persistante et la réduction des financements internationaux. Plus de détails dans cet élément. Le nord du Nigeria est confronté à une crise alimentaire d'une gravité inédite. Depuis près de 10 ans, le programme alimentaire mondial alerte sur une crise humanitaire majeure. Plus de 17 millions de personnes souffrent de la faim, tandis que les restrictions d'accès et l'effondrement des financements internationaux compromettent l'assistance aux populations les plus vulnérables. Dans tout le nord du Nigeria, nous constatons une recrudescence et une extension des attaques des insurgés et des actes de violence. Des familles sont contraintes de quitter leur foyer et il devient de plus en plus difficile pour le PAM de venir en aide aux personnes qui ont un besoin urgent d'aide alimentaire. L'État de Borno, épicentre historique de l'insurrection djihadiste, demeure la région la plus durement frappée. Plus de 3 millions de personnes y souffrent désormais d'insécurité alimentaire aiguë, dont environ 10 000 connaissent une situation de faim qualifiée de catastrophique, le niveau le plus grave établi par les classifications internationales. Certains jours, nous restons sans manger 2 nuits d'affilée. D'autres fois, nous n'avons qu'un seul repas.
Et quand les enfants sont affamés, c'est dur d'être là à leur côté, sans rien à leur proposer. Les réductions des financements américains et occidentaux contraignent le programme alimentaire mondial à réduire drastiquement ses opérations. Dans le nord-est du Nigeria, 6,2 millions de personnes ont aujourd'hui besoin d'une aide alimentaire. Faute de moyens, seules 740 000 d'entre elles pourront être prises en charge. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était en visite officielle à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a réaffirmé le soutien de Pretoria à la RDC, notamment dans la lutte contre Ebola, tout en appelant à une meilleure protection des migrants et à un renforcement de la solidarité entre pays africains. En visite de travail à Kinshasa, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affiché, aux côtés de son homologue congolais Félix Tshisekedi, un front commun contre l'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo. Appelant la communauté internationale à ne pas fermer leurs frontières aux Congolais, Cyril Ramaphosa a également présenté au nom du peuple sud-africain ses condoléances aux familles endeuillées. Au nom de mon gouvernement et du peuple sud-africain, j'adresse nos plus sincères condoléances au peuple congolais qui a perdu des êtres chers et nous exprimons notre solidarité à toutes les personnes touchées par cette épidémie. Nous savons ce que vivent les familles et les communautés dans une telle crise, car nous avons nous aussi traversé la pandémie de Covid-19 il y a quelques années. Au-delà des questions sanitaires, les deux présidents ont également évoqué la protection des ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud après plusieurs attaques xénophobes ayant visé des migrants, dont des Congolais. Le gouvernement sud-africain tient à rappeler avec fermeté que nous avons le devoir de respecter les droits de tous les peuples de notre continent. Nous avons aussi la responsabilité de protéger toutes les personnes qui vivent dans notre pays, de faire en sorte qu'elles ne soient pas victimes de violences et de garantir que chacun, sud-africain comme étranger, respecte l'état de droit. Dans la sous-région ouest africaine, les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES ont entamé la procédure de retrait de la Cour pénale internationale. Cette démarche, qui s'inscrit dans une dynamique de repositionnement politique, devrait s'étendre sur une période d'1 an, conformément aux règles internationales. Reportage à suivre. La Cour pénale internationale a confirmé le dépôt par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de leur notification de retrait de la CPI. Les 3 pays d'Afrique de l'Ouest, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont entamé une procédure d'1 an en vue de leur retrait de la Cour pénale internationale. Ils avaient annoncé en septembre 2025 le retrait de la CPI, la qualifiant d'outil de répression néocoloniale. La Cour pénale internationale est le tribunal permanent chargé de juger les crimes de guerre à l'échelle mondiale. Elle poursuit les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de crimes d'agression lorsque les juridictions nationales ne sont pas en mesure d'agir. Dans un communiqué publié mercredi, la présidence de l'organe directeur de la CPI a confirmé que le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient remis leur lettre de retrait et entamé le processus d'1 an menant à leur retrait du statut de Rome, le traité qui a institué la CPI. La CPI a appelé les 3 pays africains à poursuivre le dialogue au sein de l'Assemblée des États parties de la Cour pour exprimer leurs préoccupations vis-à-vis du statut de Rome. Au Ghana, des tensions diplomatiques apparaissent avec l'Afrique du Sud après le décès d'un migrant sur le sol sud-africain. Si Pretoria affirme que ce drame n'est pas lié aux récentes manifestations anti-immigrés, l'affaire suscite néanmoins des réactions et des échanges tendus entre les 2 pays. Le Ghana et l'Afrique du Sud se sont retrouvés jeudi au cœur d'une nouvelle polémique diplomatique suite au décès d'un migrant. Un décès qui, selon Pretoria, n'était pas lié aux manifestations anti-immigrés qui ont eu lieu dans le pays en début de semaine. Plusieurs milliers de personnes ont en effet défilé mardi à travers l'Afrique du Sud après qu'une campagne de plusieurs semaines contre les migrants sans papier a atteint son paroxysme
avec la fixation d'une date limite non officielle, le 30 juin, pour que ces derniers quittent le pays. Le ministère des Affaires étrangères du Ghana a affirmé mercredi dans un communiqué que l'un de ses ressortissants, Bachirou Isaac, âgé de 40 ans, avait été abattu lors des manifestations anti-immigrés liées aux attaques xénophobes en cours. La police sud-africaine estime que ce meurtre pourrait être lié à une extorsion, affirmant qu'un Ghanéen de 35 ans, dont le nom diffère de celui communiqué par le gouvernement ghanéen, avait été abattu dans un salon de coiffure lundi et non mardi, comme l'affirme Accra. La police a également donné un autre lieu pour l'incident présumé. En France, à présent, la récente canicule a provoqué plus de 2000 décès liés à la chaleur. Les autorités sanitaires précisent que les personnes âgées de plus de 45 ans sont les plus touchées avec une forte concentration des cas en Île-de-France. Reportage à suivre. Sur la semaine du 22 au 28 juin, lors du pic de chaleur qu'a traversé la France, la surmortalité a dépassé les 2000 décès. C'est 29% de plus que la période précédente. Il y a eu 2025 décès supplémentaires liés à la canicule la semaine du 22 au 28 juin, comparativement à la semaine d'avant. Une surmortalité qui a surtout concerné les plus de 45 ans. Et cette hausse s'observe quasiment dans toute la France. La région la plus exposée a été l'Île-de-France, avec plus 62% de décès. Vient ensuite le centre Val-de-Loire, avec plus 47%. Une surmortalité constatée dans les EHPAD et dans les établissements de santé, mais surtout à domicile. Au moins 17 personnes ont été tuées à Kiev à la suite de frappes russes massives. Les bombardements ont duré plusieurs heures, provoquant l'effondrement de plusieurs immeubles résidentiels et mobilisant d'importantes secours sur place. Plus de détails dans cet élément. De fumée, témoins des barrages de missiles et de drones russes qui se sont abattus sur la capitale ukrainienne. Une série d'attaques de plusieurs heures menées dans la nuit. Depuis, les services de secours sont à pied d'œuvre. Des pans entiers de bâtiments ont été détruits. Dans les décombres, ils réussissent miraculeusement à extraire cette femme. Un bilan provisoire fait état de plusieurs morts et de dizaines de blessés. Selon le responsable de l'administration militaire de Kiev, 5 districts ont été touchés. Une fois de plus, l'ennemi vise délibérément des zones résidentielles et tue des civils. Nous avons des destructions très graves et un nombre significatif de victimes, y compris des enfants. Un bâtiment du centre de la capitale qui abritait un poste d'ambulance a aussi été touché selon le maire de Kiev. Volodymyr Zelensky redoutait une attaque de ce type. Il avait écourté la veille précipitamment un voyage à Dublin, invitant la population à prendre toutes les précautions possibles. Je demande à notre peuple en Ukraine d'être particulièrement prudent. Restez en sécurité et protégez vos familles et vos enfants. Nous savons que Poutine prépare depuis un certain temps une frappe massive contre l'Ukraine. Le président ukrainien validait une opération de 40 jours articulée autour de frappes menées en profondeur en Russie. Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. En Iran, le cercueil de l'ancien guide suprême Ali Khamenei est arrivé à Téhéran. Un hommage national de 3 jours est prévu avant des obsèques qui s'annoncent particulièrement suivies à l'échelle du pays. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et belle suite de programme à tous.